Comment devenir homestager et vivre de sa passion? Dans cette interview, découvre le parcours de Christine qui a su relever le défi de changer de métier à 50 ans pour devenir homestager. Elle s'est formée au homestaging et elle a transformé sa passion en une activité rentable. Mais c'était pas son défi. Donc elle va nous partager dans cette interview les obstacles qu'elle a surmontés pour en faire un véritable métier. Face à ces difficultés, elle a décidé de créer sa propre franchise pour venir en aide aux professionnels du homestaging et les aider à lancer et développer leur activité. Donc si tu veux en savoir plus sur la formation homestaging et comment vivre de ce métier, cette vidéo est faite pour toi. Allez, c'est parti. Bonjour, je suis Caroline Drouard, coach professionnel certifié spécialisée dans l'accompagnement des personnes au profil atypique et leur transition professionnelle. Bienvenue sur cette chaîne où je te donne des conseils pratiques pour mieux te connaître et pour une vie plus alignée avec toutes tes facettes. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Bienvenue Christine. Bonjour et merci Caroline. Ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette interview. Christine, je t'ai présentée brièvement, donc je suis sûre que tu pourras mieux parler de qui tu es et de ce que tu as fait que ce que j'ai annoncé en introduction. Comme j'étais passionnée de déco et que je lisais beaucoup de magazines de déco, un jour je suis tombée sur un article de presse qui présentait un réseau de homestagers et la formation. Et là, j'ai eu l'éclair, le flash qui me dit, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est pour moi. C'est pour moi. C'était donc il y a 14 ans. Donc c'était le tout début des émissions de télé qu'on connaît tous. Et c'était assez innovant, assez rare même. Et du coup, je me suis projetée. Je me suis projetée en me disant, écoute, voilà, on veut pas de toi sur le marché, tu vas créer ton emploi. Voilà comment l'aventure a commencé. Alors, il y a peut-être des personnes ici qui sont intéressées par ton métier. Alors, par ce que tu fais, parce que le homestaging, je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup, soit en loisir, soit en métier. Dire, du coup, en quoi ça consiste? Alors en fait, je forme des futurs homestagers. Donc le homestaging, pour être très précis, c'est valoriser un bien immobilier dans le but de faciliter sa vente. Donc le vendre plus vite, gagner du temps et le vendre sans trop de négociation de prix parce qu'on l'aura décoré et agencé de façon séduisante qui font que ça accélère la vente et puis ça évite aux gens de négocier parce qu'on crée les fameux coups de cœur. Donc c'est ce qui amène les gens à faire une offre d'achat. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Alors, moi, on va commencer par les études universitaires. J'ai suivi des études à la Sorbonne en marketing et en gestion commerciale. Donc, j'ai obtenu un DESS, c'est les masters, je crois, maintenant, ça s'appelle. Donc, un troisième cycle, un bac+5 à la Sorbonne qui m'a amené toutes les connaissances théoriques sur l'aspect commercial et marketing. C'est lors d'un stage en licence aux Galeries Lafayette que j'ai découvert le métier de chef de produit acheteur. Je suis passée successivement d'une petite centrale d'achat qui n'existe plus maintenant aux nouvelles galeries, aux Galeries Lafayette, puisqu'il y a eu fusion entre les deux quand j'y étais, à Carrefour et Intersport. Voilà. Et pendant toutes ces années, donc au total 23 ans à peu près, j'ai eu la chance d'avoir une promotion et de passer de chef de produit à chef de groupe. Donc, j'ai été responsable d'une équipe de chefs de produits et acheteurs et marchandiseurs, à peu près 10-12 personnes à Carrefour. Et ça m'a appris énormément de choses en termes de gestion, de négociation, d'approche de management, bien Ouais, j'allais sûr. te dire, management, ouais. Et tout ça m'a énormément aidé, plus le fait que j'étais responsable de collection textile et que du coup, j'ai travaillé avec des designers, des stylistes pendant plus de 20 ans et que j'ai intégré toutes leurs méthodes de présentation, de tendances, de gamme de couleurs, etc. Et quand même, il y a énormément, on va le voir, de similitudes entre le textile et la déco.
Donc, je me suis nourrie de tout ça pendant plus de 20 ans. Là, du coup, tu nous commences à me parler un petit peu de ton deuxième métier. Mais ça, tout ce que tu me dis là, tu peux me le dire maintenant, sur le moment, quand tu étais dans chef de groupe, t'as pas réalisé en fait que tu avais toutes ces appétences-là, toutes ces centres d'intérêt-là. C'est un peu plus tard que tu l'as réalisé, j'imagine. C'est ça, j'avais un goût pour la déco et l'habitat au sens large depuis toujours, parce que j'ai toujours été fascinée de découvrir des lieux, des endroits, comprendre l'architecture, la décoration, les harmonies de couleurs, les matériaux, tout ça. Donc en effet, c'était inconscient quelque part, enfin ça restait dans mon domaine vie privée. Et j'ai compris, comme tu le dis, après, qu'en plus d'avoir des capacités en termes d'idées de création, d'harmonie, d'esthétique et de négociation de prix, de gestion de budget, en fait, j'ai compris que en fait, j'avais passé plus de 20 ans à vendre des collections. Donc, au-delà du bagage universitaire, j'avais une aptitude à argumenter, vendre, soumettre des collections à des directions générales, des comités de magasins, etc. Et donc, c'est tout ça qui a fait qu'à un moment donné, ben, toutes ces compétences acquises, parce que j'ai vécu un licenciement économique, à 49 ans, presque 50. C'est vers 49 ans que ça t'arrive, donc tu venais de passer quoi? En gros, 25 ans dans ce Oui, domaine-là? Hein. oui, oui, c'est ça, tout à T'es fait. t'es licencié, tu recherches la même chose, hein, grosso modo, le même type de poste. Combien de temps tu passes, tu penses, à chercher ce même type de poste et à te Un prendre an. des refus comme ça? Un an. Un an, et quand t'es licencié à presque de 50 ans, moi j'ai besoin d'étapes, d'objectifs. Et je m'étais dit, au bout d'un an, s'il se passe rien, il va falloir que tu fasses quelque chose, hein. Et franchement, j'étais pas prête à accepter un poste en dessous de celui que j'avais et moitié moins payé. Ok, donc là, tu es intéressé par ce nouveau métier, nouvelle profession. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, j'arrête de chercher et je bascule complètement sur autre chose? Est-ce que c'est facile à faire comme ça? Parce que là, ça t'as dit, j'ai eu le déclic, c'était évident. Oui, mais concrètement, est-ce que ça a été facile de te dire, j'arrête de chercher et je vais me former à complètement autre chose? Alors, arrêter de chercher, c'était l'idée que pendant un an, il s'était rien passé et que la réalité du marché était celle-là, j'allais pas la changer. Et que pour moi, il n'était pas concevable de rétrograder et d'accepter un poste de chef de produit, puisque c'est ce qu'on me proposait à 50 ans presque, moitié moins payé que ce que j'étais. Donc, je pense que j'ai assez de fierté en moi pour me dire non, ça n'est pas acceptable. Oui, et assez de fierté. Et alors moi, je dirais aussi, hein, pour les gens qui vont écouter et regarder cette interview, de se connaître aussi, de savoir qu'en fait, toutes ces compétences-là, elles ont de la valeur. Oui, Et que, effectivement, quand une entreprise propose de nous embaucher à un poste inférieur à ce qu'on a, elle nous embauche quand même avec toutes nos compétences et tout notre savoir. Et on ne va pas arriver à donner que la moitié de nos oui, compétences. On va forcément venir avec tout ce qu'on est. c'est ça. Donc forcément, ils vont avoir quelqu'un qui est à 150% pour un prix à 80%, quoi. 49 ans, 50 ans, donc là, tu as passé les 50 ans quand tu prends cette décision. Oui. Enfin, tu as cette idée-là qui te trotte et qui t'attire beaucoup. T'en parles autour de toi, ta famille, t'es marié, t'as des enfants. Comment ça se passe? Alors, j'en parle. Mon mari m'a toujours soutenue parce que il a passé sa vie à changer de métier, à être commercial, à monter des boîtes. Donc, tout ça, il m'a dit aucun problème, vas-y, quoi. C'est fonce. Donc là, il y avait pas de blocage. Après, autour de moi et dans ma famille et dans mes amis, je n'ai pas d'entrepreneur. Je n'en avais pas. Maintenant, je me suis fait des amis entrepreneurs depuis que je le suis, mais j'en ai pas. Donc, il y avait pour certains un peu de curiosité et d'autres mais de l'incompréhension, je dirais sourde, muette. Tu vois ce que je veux dire? Un manque de curiosité de poser même des questions, tu vois. Alors, c'était pas, on n'essayait pas de me décourager.
mais je sentais que il n'y avait pas de curiosité ou de motivation à essayer de comprendre ce que je voulais faire. Voilà. Mais parfois, les gens, je sais pas, c'est les gens de ton entourage professionnel aussi. Tu t'es rendu compte de ça aussi? Tes anciens collègues ou d'anciennes connaissances Non, professionnelles? ils étaient tous assez admiratifs, par contre. Ouais. Que je franchisse le pas et que je passe entrepreneur, que j'ai le courage de le faire. Mais du coup, je ne sais pas si c'était du courage. Je ne le dirais pas comme ça. C'était une nécessité vitale de passer le cap. Mais il n'y aurait pas eu ce licenciement. Peut-être que je l'aurais jamais fait. Je ne sais Mhm. pas. Ça m'est pensé à quelqu'un justement à qui je répondais qui vient d'être licencié et qui ne se sent plus très utile. Et je lui disais, un jour, pas maintenant, mais un jour, tu penseras que c'était une très bonne chose, mais C'est c'est ça. difficile à voir quand tu es dedans. Bien sûr, mais c'était une excellente chose. Ça aurait dû même m'arriver avant. Fait les choses peut-être un peu différemment. J'aurais moins perdu de temps et Ce fameux courage, je l'ai entendu moi aussi hein, quand j'ai fait ma reconversion. Mais en fait, c'est les personnes qui ont peur de franchir ce cap pour qui il faut du courage. Les personnes qui franchissent ce cap, et là je suis vraiment d'accord avec toi, c'était de la survie, c'est parce ça. qu'on ne, c'est pas du courage, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour se sortir d'une situation qu'on ne supporte pas et qui ne nous convient plus. C'est Et ça. finalement, c'est pas un problème de courage. Et les Ouais, gens qui pensent qu'il y a du courage derrière, c'est parce que ces personnes n'osent pas faire ce pas-là, elles ont peur de c'est faire ce ça. pas-là. Et donc Ouais. là, elles estiment qu'il faut du courage. Mais finalement, c'est pas du courage hein, quand on le franchit. Je suis d'accord avec toi, ouais, je l'ai aussi beaucoup entendu ça. Finalement, tu n'as pas cherché de voix, ça t'a sauté aux yeux. C'est le truc que tout le monde espère. La Oui, baguette magique qui te tombe oui. dessus. Alors oui, ça m'est tombé dessus et assez vite, j'ai compris que c'était un mix de plein de choses qui allaient chercher vers l'expertise que j'avais acquis dans le textile, les achats, la négo, le commercial, le management et mon intérêt dans ma vie personnelle pour la déco, l'habitat, etc. Et là, tout de suite, j'ai dit, oh là, mais c'est juste ça qu'il me faut, quoi. Et ça, est-ce que tu t'en aperçois tout de suite que tu vas aller piocher un petit peu partout dans tes compétences ou c'est venu un peu plus tard? Moi, je travaille énormément à l'instinct et tout n'est pas forcément conscient quand je te dis ça. À l'époque, j'en avais pas, j'ai conscientisé après, certainement, parce que du coup, c'est le mental après et l'intellect qui prend le dessus et qui dit, ah bah oui, évidemment, Tu c'est normal. rationalises. Ouais. Ouais, Je voulais aller là, tu t'es attiré, et puis après, tu as essayé de mettre ouais, du temps, ça. Mais pourquoi ça m'attire? ouais, Qu'est-ce qu'il y a? c'est ça, Qu'est-ce que je vais utiliser, etc. Ok. c'est ça, Ah, c'est ça. très, très intéressant. Ça, c'est la première phase. On va dire, ok, j'ai trouvé une super voie qui m'attire. Tout est beau. J'imagine que tu avais été pleine d'énergie parce que tu avais trouvé un truc génial. Et puis après, il y a la phase où je commence. Je me forme, je découvre tout un nouveau monde, je me forme un nouveau métier et je me forme un métier où je vais être toute seule, je vais être entrepreneur. Et du coup, bah, il y a plein de choses, j'imagine, que tu ne connais pas, puisque tu n'as jamais été entrepreneur. Est-ce que tu n'as pas l'impression à un moment de recommencer à zéro? Non, parce que j'ai vraiment utilisé tous les outils que j'avais eus, que ce soit dans mon cursus universitaire ou dans mes expériences précédentes, hein. Et il y avait énormément de choses que je pouvais réutiliser. Donc oui, j'apprenais un nouveau métier, mais avec des méthodes et des outils que j'avais déjà. Et du coup, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Après, il a fallu travailler le mental, hein. Qu'est-ce qui a été difficile? Oui, oui. Alors, moi, je suis un peu, comment dire, il y a deux facettes en moi, hein. Il y a la facette, j'ai peur de tout, mais vraiment, hein. Et la peur, elle m'a accompagnée jusqu'à ce que là, je déclenche ma retraite et qu'il n'y ait plus de trouille financière, hein. Ok. Donc, Euh, parce que là, tu te dis quand même, tu es au chômage. Donc, tu as déjà fait un an de chômage. ouais, il Il me te reste reste un encore an. quelques mois d'indemnité, j'imagine, quand tu décides Ouais, de te lancer là-dedans. Et il faut que ça marche. Parce ouais, il n'y a pas que de choix. pas le choix, il faut que ça fonctionne. Donc, Oui, tu te lances là-dedans sans garantie que ça va fonctionner. Il n'y a rien qui te le garantit. oui, Sachant que le métier que tu choisis, enfin la voie et du coup le métier, homestager, on appelle ça comme ça. oui, Ouais, homestager, c'est pas un emploi salarié. C'est forcément, enfin, je non, connais pas de personne qui oui, embauche des homestagers, non, à part Stéphane Plaza.
Et encore, Non, non, tout le monde est non, indépendant dans ce. Il n'y a pas de. c'est que des Non, non. indépendants. Et donc, du Oui, coup, forcément, oui, tu sais que tu vas devoir te créer ton propre salaire, ton propre revenu. c'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est la peur, une insécurité financière, effectivement, de quoi sera fait le lendemain, les mois à venir, etc. C'est ça. Il va être présente tout le temps, en fait. C'est ça. Donc, en fait, moi, j'ai vraiment deux personnes en moi, hein. La personne qui a peur quasi en permanence et la personne qui veut réussir. Et du coup, la réussite, l'enjeu, les objectifs, hein, ça a été un moteur pour moi, plus l'envie de toujours être en train d'apprendre et de créer. Voilà, ça, c'est mes moteurs, de fond. Et quelque part, certainement, qui sont plus forts que la peur. Je vais te demander qu'est-ce qui te permet de dépasser cette peur, parce que moi, c'est des choses que je traite très, très souvent avec les personnes que j'accompagne dans leur reconversion. La peur, on a plein de peurs différentes. La peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas savoir faire, la peur voilà, l'insécurité financière. Et on vit avec ces peurs et on apprend à les dépasser pour avancer. Qu'est-ce qui, toi, te fait à chaque fois dépasser cette peur? Tu as dit, j'ai un moteur des moteurs qui sont plus forts. Et c'est quoi? L'envie d'apprendre? L'envie d'apprendre intellectuellement, il faut qu'on nous nourrisse en permanence. Ça, c'est, voilà, une de mes nourritures, c'est c'est l'apprentissage, la découverte et la création. Après, je crois que depuis toujours, mais certainement depuis mon éducation, mon enfance, hein, je suis dans le résultat, la recherche du résultat. Et donc, ça, c'est des moteurs extraordinaires, hein, parce que tu te donnes des objectifs, hein, tu te crées des stratégies. Mais je me suis fait accompagner aussi, hein, j'ai jamais été toute seule. Et j'ai aimé ça, on en a déjà discuté, hein, Caroline, hein, j'ai toujours été dans des associations entourées avec d'autres compétences que la mienne. Que ce soit d'ailleurs côté bien-être ou côté business, hein, il y a toujours eu autour de moi des gens qui m'ont amené des choses, hein, parce qu'il ne faut jamais rester seul quand on est entrepreneur. Ça, c'est la base. Tu te rappelles d'autres peurs qui étaient présentes en dehors de la sécurité financière? Oui, quand on est entrepreneur, mais je crois que tout le monde le vit comme ça, c'est alors sécurité financière, la peur des trous d'activité et que rien ne rentre au niveau argent. Et à l'inverse, les périodes où tu as trop de boulot et que du coup, tu n'arrives pas à bien gérer tout le stress que ça occasionne parce que du coup, tu sais pas comment gérer plusieurs projets en même temps. Et c'est une des choses qui m'ont fait créer le réseau Homestaging d'Éco-France parce que j'ai vite compris que bah, dans le métier de homestager, on peut être appelé pour intervenir 8 jours après et il faut le mobilier, toute la déco, louer un camion, trouver des aides déménageurs. Il y a une logistique énorme et seul, ça peut être très compliqué. Alors que quand on est plusieurs, bah déjà, du coup, le stress, il se divise par X et on arrive à bien gérer les choses. Et moi, j'ai très vite compris que, en fait, une des clés pour moi de passer cette trouille, d'avoir trop de trucs en même temps et de ne pas savoir les gérer, parce que c'est beaucoup de logistique, c'était de travailler à plusieurs. Ça, dans tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés et avec qui j'échange, c'est vraiment une base parce qu'en plus, quand on développe une activité de chez soi, c'est pas l'entrepreneuriat forcément très traditionnel parce qu'on intervient aussi beaucoup de plus en plus à distance sur ordinateur, etc. On a tendance à s'isoler. Et c'est Ouais. important de savoir s'entourer. On parle beaucoup de réseau, de réseauter, mais c'est pas que ça, hein. C'est aussi d'avoir des appuis, en fait, des gens sur qui on peut compter. Et en tant qu'entrepreneur, c'est précieux, surtout avec des gens qui ont d'autres avis, d'autres compétences aussi, Oui. qui peuvent nous donner leur point de vue. On va parler après de ce que tu as développé, du coup, dans ton business. J'aimerais bien, tu avais commencé à l'aborder. Qu'est-ce que tu as pu, maintenant que tu en as pris conscience, qu'est-ce que tu as réellement transféré comme compétence? Donc, quand on est acheteur, globalement, tu étais acheteuse. Quelles compétences t'as transférées réellement dans ton nouveau métier? Est-ce que tu pourrais m'en citer quelques-unes? Parce qu'on pourrait se dire de acheteuse à décoratrice, homestager,
tu te dis c'est complètement différent. Toi, Alors, maintenant, tu as une autre. oui, j'avais deux métiers en un, hein, acheteur et chef de produit. Donc, un chef de produit, il conçoit des collections. Il conçoit, même si tu n'es pas styliste, tu travailles avec des stylistes, une cohérence de gamme, tu travailles des harmonies, des tendances, tu présentes des planches de tendance lorsque tu présentes tes collections. Donc, tout ça, forcément, ça m'a été hyper utile parce que quand je me suis formée au homestaging, assez vite, je me suis dit, mais tu peux faire aussi du conseil en décoration. Donc, j'ai fait du conseil en décoration quasi en même temps. Et j'ai eu des projets et des clients sur du conseil déco. Et donc, toute cette partie professionnelle en amont de chef de produit m'a aidé à présenter des projets, à construire des choses harmonieuses, à travailler des gammes, etc. Voilà. Donc ça, c'était super utile. Et après, la gestion de budget, j'ai envie de te dire, puisque en fait, j'ai travaillé dans des centrales d'achat qui étaient entièrement centralisées comme à Carrefour, hein, où en fait, on avait mis en place la centralisation des budgets d'achat des magasins. Donc, on gérait les budgets pour eux. Donc, c'est travailler des gammes et puis négocier des prix et puis aussi soumettre toute une argumentation commerciale aux personnes qui allaient valider les collections. L'aspect commercial, vendre un projet, je savais faire en fait. Mise en avant des avantages, etc. Ouais, voilà. Donc, en fait, j'avais vraiment tout ce bagage-là Mhm. qui m'a aidé à me lancer sans trop apprendre, enfin, sans partir de zéro, quoi. J'avais énormément Mm. déjà de choses. C'est pour ça que j'insiste aussi là-dessus, parce que parfois, il y a beaucoup de personnes qui me disent, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. On n'imagine pas effectivement comment on pourrait utiliser les compétences qu'on a acquises complètement autrement. Et c'est Complètement. vrai qu'on ne le voit pas immédiatement. On ne fait pas Oui, ce lien immédiatement. On s'en aperçoit, ben, certainement parce que quand tu as suivi tes formations, il y a des choses qui ont été plus faciles pour toi que pour d'autres personnes, j'imagine. Donc, bah, c'était plus facile en fait de réaliser certaines, je sais pas, certaines missions, quoi, quand tu t'es formé, quand tu as commencé. Il y a des choses qui étaient plus faciles pour toi, ouais. mais oui, je le vois encore quand je forme des futurs on-stagers, les personnes qui n'ont jamais travaillé de gestion de budget ou de présentation commerciale, hein, ou de management, bah du coup, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de choses à apprendre dans ce domaine et c'est plus complexe pour elles, hein. Mm. Avant que tu nous parles du coup de ces personnes que tu formes, en quoi tu trouves que cette nouvelle carrière maintenant, tu m'as dit ça aurait dû m'arriver plus tôt tout à l'heure, tu disais, en quoi tu trouves que cette carrière, elle est plus alignée avec qui tu es? Alors déjà, ce qui est très très aligné, c'est d'être indépendant. En fait, la peur m'empêchait de voir que ce qui allait me rendre quelque part alignée et heureuse, hein, c'est de plus avoir de chef et de... Je comprends. Mais vraiment, c'est pour ça que je dis, si c'était à refaire, j'essayerais de le refaire 10 ans avant, parce que fondamentalement, c'est ce qui me convient, hein. Une forme de liberté, Ouais, de décision, d'organisation. c'est ça. Oui. C'est ça. Et puis j'ai vécu dans des grosses structures toujours, hein, avec la lourdeur des décisions et puis souvent, comme je le disais, hein, modestement, mais des chefs qui connaissaient pas le métier, quoi. Et donc ça, pour moi, c'est insupportable d'être dirigé par des gens qui connaissent pas le Et métier. ça, parce que du coup, je vais aborder la partie financière. Et ça, le fait d'être ton propre patron, ça n'a pas de prix. Alors, le prix à payer, c'est de travailler la peur que ça fonctionne pas ou pas suffisamment financièrement, hein. C'est ça le prix à payer, hein, de la liberté et de l'autonomie, hein. Évidemment, ça serait trop facile. Oui, c'est un prix assez lourd à payer et je pense que tout le monde n'est pas prêt à le faire. Vraiment. Après, une fois que tu arrives à passer ce cap-là, ouais, c'est vraiment du bonheur, hein. Mais enfin, me concernant en tout cas, parce qu'il y avait une nécessité de faire entrer l'argent dans le foyer. Il y a d'autres personnes, hein, je le vois bien, qui
ou dans mon réseau, des gens que j'ai formés qui n'ont pas une foncière nécessité de faire rentrer de l'argent parce que monsieur, je dis monsieur parce que c'est souvent des femmes que je forme, mais ont un bon revenu et que c'est pas, il n'y a pas de stress ni d'angoisse de ce côté-là. Mais quand c'est pas le cas, ben ouais, là, il faut y aller, quoi. Il faut relever les Ouais, manches et c'est ça. Tu es responsable de ton propre revenu. Bon, moi, les personnes que j'accompagne, en général, veulent gagner leur propre argent et ne comptent pas effectivement sur d'autres revenus du bien. foyer. Donc, elles sont dans ton cas, où elles ont aussi leur part de foyer à amener dans le foyer. Est-ce que tu as réussi à revenir à un niveau de salaire équivalent à ce que tu avais avant? Non. Je lui pose la question parce que je ne vais pas dire que je me doutais de la réponse, mais c'est souvent le cas. Oui. Et d'ailleurs, je me rappelle quand j'ai fait mes calculs aussi, hein, que je me projetais sur mon indépendance en tant qu'entrepreneur. J'aimerais un jour revenir à mon niveau de salaire antérieur. Je n'y suis pas non plus, mais c'est pas si gênant que ça par rapport à la liberté qu'on a parce que effectivement, on considère ça comme une perte par rapport à ce qu'on avait avant, mais on voit pas forcément le gain, tout le gain qu'il y a derrière et toute la liberté qu'il y a derrière et que le salaire que tu n'acceptais pas d'être payé en tant que salarié, ça te dérange beaucoup moins en tant Oui, qu'entrepreneur. oui. Ouais, Oui, alors après, quand je gagnais un très bon salaire, ça m'a permis aussi d'accéder à la propriété et que quand j'ai été indépendant, j'avais moins de dépenses, de crédit, etc. ça se mesure. Voilà, mais après, non, et puis j'ai jamais essayé, enfin, j'ai pas eu pour objectif d'atteindre le salaire que j'avais précédemment parce que franchement, il était assez élevé et je savais que, enfin, c'était pas mon enjeu du tout. Par contre, d'obtenir un minima pour qu'on arrive à vivre, on va dire correctement, mais sans luxe, hein, parce que je partais plus souvent en vacances très loin et je faisais des choses plus avant en tant que salarié que maintenant. Ça, c'est une certitude. Mais tu vis différemment, tu gères ton temps pour toi, tu fais des choses qui coûtent moins cher, mais tu gères tes loisirs différemment, ouais. Mm. Si aujourd'hui tu devais refaire ça, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment si tu devais te remettre à l'époque où tu as fait cette transition? Oui, il y a des choses que je délèguerai plus vite pour associer des compétences là où j'avais des notions mais pas suffisamment d'expertise. Plus régulièrement, oui, déléguer plus. Et puis j'ai appris depuis peu les gros avantages de l'automatisation. Automatiser le plus possible de tâches et non pas perdre de temps à faire des choses à Pareil. la main ou voilà. Donc ça c'est des choses que j'aurais dû faire bien avant. Mm. Tu l'aurais fait si tu n'avais pas été licenciée? De lancer mon entreprise, hein, je pense, enfin je sais pas. Franchement là je ne sais pas. Parce que le homestaging, je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup, soit en loisir, soit en métier. Il y a peut-être des personnes qui souhaitent aussi se tourner vers le homestaging et en faire vraiment un métier à part entière. Donc c'est vraiment ça le homestaging, hein. Il y a beaucoup de confusion, enrichie malheureusement par pas mal de décoratrices qui pensent et qui disent et qui communiquent sur le fait que c'est de la déco à petit prix ou du relooking de meubles ou de la transformation. Mm. Non, On on est traduit, dans un... si on traduit le terme homestaging, c'est la mise en scène de sa maison, en fait. C'est ça, le stage, c'est la scène en anglais, hein, donc c'est la mise en scène de la maison, mais à un but de vente commerciale. Et c'est ça aussi qui me passionne depuis le début, transmettre cet aspect commercial. Et c'est très différent de la déco, parce qu'en déco, on travaille pour des gens pour chez eux, ou leur bureau, ou leur commerce, leur magasin, mais on rentre quelque part dans leur goût, leur style. En homestaging, il faut plaire aux visiteurs et non pas aux propriétaires. Et il faut toujours être focus sur l'objectif, c'est de vendre le bien le mieux possible. Donc, on est toujours, nous, très portés par le résultat final, en fait, hein, qui Mhm. est d'afficher, ça s'est vendu en tant de jours, sans négociation.
Voilà, c'est ça notre bonheur ultime, c'est d'arriver à des résultats. Donc, il y a l'aspect commerçant qui est très, très important. Donc, du coup, quand tu as créé des formations, c'est ça? Une école de Oui, formation? c'est ça. Donc, c'est Homestaging Academy, academie.fr. J'ai des formations, il y a deux formats possibles. Alors, il y a plusieurs programmes de formation suivant où on en est et ce qu'on veut faire du homestaging, parce que je peux former des personnes qui veulent en faire le métier et qui partent de zéro, comme des décoratrices qui veulent, des décorateurs qui veulent rajouter une prestation dans leur offre, hein, se diversifier, comme des agents et mandataires immobiliers qui ont compris que ça pouvait les aider Un à se plus. différencier des autres, hein, à se démarquer et obtenir plus de mandats de leurs clients. Et du coup, il y a différents programmes, mais il y a surtout deux formats différents. Un format en live, en distanciel, mais en live, c'est-à-dire que j'anime la formation du matin au soir pendant X jours, et le format en ligne que j'ai lancé depuis un peu moins d'un an et qui est donc la formation en digital que les personnes achètent et suivent comme elles veulent au moment où elles le souhaitent. Du coup, j'imagine que, parce que je t'ai entendu parler, et on sent que ça vibre à ce côté commercial, de vendre le bien au meilleur prix, à son meilleur prix, sans négociation. Donc ça aussi, c'est toute une thématique que tu abordes dans la formation pour les gens qui veulent en faire leur C'est métier. une grosse partie de la formation et c'est ce qui me différencie des autres programmes de formation qui existent sur le marché. Clairement, hein, quand ce sont des formations de staging qui sont proposées par les organismes qui forment les décorateurs, l'aspect commercial, il est complètement occulté. Alors que dans notre métier, il est fondamental. Et d'ailleurs, je teste les personnes qui veulent se former sur l'aspect commercial. Si c'est vraiment quelque chose qui les bloque, il ne faut pas aller sur ce métier-là. Parce que c'est un métier qui n'est pas du tout vulgarisé en France, hein, et qu'il faut argumenter en permanence. Déjà, rien Donc, que pour vendre sa prestation, c'est ça? c'est ça. Expliquer ce en quoi c'est bénéfique, hein, que ce soit auprès des propriétaires en direct ou des professionnels de l'immobilier. On passe notre temps à éduquer, expliquer, argumenter, et ça, c'est une des grosses parties de mon programme de formation. L'aspect commercial est prépondérant. C'est important. Tu disais que il y a des gens qui sont peut-être bloqués avec cet aspect commercial et que dans ce cas, le métier, ça va pas être fait pour eux. Je crois que tu as un quiz d'ailleurs là-dessus que tu as préparé Oui, où les gens peuvent tester si ce métier est fait pour eux. c'est ça, exactement. Au moins, le quiz, il a pour but de les sensibiliser sur certaines questions qu'ils n'auraient pas pensé à se poser. Comme tu le disais, il y a des personnes qui m'abordent pour la formation et qui pensent que demain, le lendemain, elles peuvent chercher un poste de salarié. Donc, je les teste et je les pousse à se poser des questions et à essayer d'y répondre, hein, sur l'aspect commercial et entrepreneuriat, parce que du coup, il y a plein de gens qui ne se posent pas du tout la question, est-ce que je suis capable d'être un entrepreneur? Pour les gens que ça intéresse, je mettrai le lien du quiz. Alors, tu me donneras le lien. Je mettrai le lien du quiz Oui, en bien dessous de sûr. la vidéo pour ceux qui veulent aller faire le test. Mais c'est important, effectivement, de se poser ces questions-là parce que suivre une formation, c'est sympathique. On apprend plein de choses. C'est enthousiasmant. J'adore aussi apprendre. Mais c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Et c'est C'est cette ça. là de si c'est pour en faire votre métier, il faut aussi vérifier d'autres aspects et pas que cette partie connaissances et compétences, C'est hein. ça. Il y a aussi d'autres aspects à vérifier. Moi, c'est des choses que j'aborde dans tous mes accompagnements parce qu'il y a cet environnement de travail, ce besoin peut-être de stabilité qu'ont les gens. Et dans ce cas, Ça. si le besoin de stabilité il est prépondérant par rapport au besoin de challenge ou de dépassement de soi, eh bien peut-être que l'entrepreneuriat n'est pas tout à fait fait pour eux. C'est ça. Tout Ouais. à fait. Ok. Qu'est-ce que je voulais te dire? Et oui, et du coup, avant de terminer, parce que oui, avant de terminer, tu as créé un réseau. Du coup, tu formes non seulement tu formes tes élèves, Oui, mais vous restez
en réseau? Enfin, comment ça se Oui, passe? alors à la fin de la formation, on évoque le sujet du réseau et les personnes qui veulent nous rejoindre ont la possibilité de le faire. Bon, on vérifie certains points, justement l'aspect commercial et entrepreneuriat, si ça ne s'est pas déclaré être un blocage au fil du temps et de la formation. Et du coup, je leur propose de nous rejoindre au sein du réseau, qui est un réseau qui est destiné à être implanté un peu partout en France. Donc, nous sommes en Île-de-France, dans la région de Nantes, à Bordeaux maintenant, dans les Deux-Sèvres. Et on a Non. après des correspondants sur le sud de la France, en Alsace, Élodie, je crois, etc. il me semble. Élodie, dans le sud de la France, il me semble que tu... Oui, et du coup, et en Normandie aussi. Donc, en fait, on a la possibilité d'intégrer le réseau à la fin de la formation. Ne rentre dans le réseau que des personnes que j'ai formées. Ok, mais du coup, Alors, c'est comme un agrément, en fait. C'est une sorte d'agrément? c'est une licence de marque. Une licence, d'accord. Donc, il y a différentes façons de gérer un réseau. Ça peut être de la franchise, mais c'est assez lourd, hein, contraignant pour et le franchisé et le franchiseur. La licence de marque est plus souple, hein. Mais évidemment, on a chacun des obligations hein, dans ces contractuels, hein. J'ai des contrats que l'on signe et qui, surtout, les gens ne sont pas seuls, ont la possibilité de poser des questions à tout moment. On a un groupe sur WhatsApp, on se réunit tous les 2, 3 mois. Moi, je suis à disposition pour répondre à leurs questions, mais tout membre du réseau répond collectivement aux questions de chacun, de chacune. Je peux aider dans les premières rédactions de devis. Et puis, on se soutient, on échange beaucoup, on Important, même continue à se face, former. face à des situations avec des clients, Oui. etc. Donc, bénéficier de l'expérience des autres aussi, c'est important. Voilà, exactement. On peut aussi, j'ai négocié des remises chez certains de nos fournisseurs. Enfin, il y a plein de Oui, quand on est choses. organisé en réseau, effectivement, on a une plus grande force. Voilà. Et puis, on travaille aussi beaucoup les supports de catalogue de prestations, la communication. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui sont à disposition de chacun. Bien. Eh ben, ça a l'air intéressant, un réseau comme ça. Est-ce que pour terminer cette vidéo, s'il y a des personnes qui veulent se lancer dans le métier, quel conseil tu leur donnerais avant de décider de se lancer? Ah bah, commencer par le test, c'est pas mal, hein, le quiz, hein, parce que du coup, il y a forcément des choses qui peuvent euh, poser question par le biais de ces questions et des réponses proposées, de creuser un peu plus pour savoir si véritablement on est fait pour ça. Parce qu'il ne suffit pas d'aimer la déco pour faire ce métier. On l'a vu, on l'a dit, et ça, j'insiste beaucoup sur l'aspect commercial et entrepreneurial. Donc, se challenger un peu là-dessus pour savoir quelles sont véritablement ses motivations sur ces aspects-là. Et après, on prend un rendez-vous, on a un entretien ensemble pour analyser justement les réponses au quiz, hein, et voir ensemble déjà quel est le format de la formation qui pourrait correspondre, hein, la durée suivant le profil de la personne, hein. Et puis voilà, échanger sur le contenu du réseau parce qu'il y a des gens que je forme, il y a beaucoup dont c'est la motivation de rentrer dans le réseau. Oui, Donc, la première porte de contact, ça peut être, j'ai envie de vous rejoindre dans le réseau, comment il faut que je m'y prenne? ok, Donc, aussi. on commence par la formation. Ok. Et ta formation, elle est accessible toute l'année ou tu l'ouvres à Oui, certains moments alors, elle est accessible toute l'année et à certains moments, je rentre les personnes sur une liste d'attente, hein, qui leur permet d'obtenir un code promo avec une remise. Ok. Mais autrement, on peut
l'acheter toute l'année. Bien, bon, et c'est organisé tout ça. On voit que ça fait un petit moment que tu as développé ton entreprise. Tu comptes vraiment t'arrêter un jour parce que là, tu as pris ta retraite, on va dire, à un certain moment. Alors, j'aime bien Tu vas dire, j'ai t'arrêter. déclenché ma retraite au niveau administratif et financier. Ouais. Et je ne suis pas du tout en mode retraite parce que c'est ma passion, hein, tout ça, et je ne me vois pas arrêter. Maintenant, je travaille différemment, avec une autre philosophie, en ayant mis en place des choses qui me permettent d'avoir un peu plus de temps pour moi, mais toujours avec l'envie de développer et la formation et le réseau avant tout. Là où j'ai changé de mode de gestion du temps, c'est que je ne fais quasiment plus de mise en scène moi directement. Ce sont mes collègues du réseau qui les gèrent et c'est très bien. Là, il y en a trois qui font trois appartements aujourd'hui, là, en même temps, sur le même lieu. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens s'adressent à toi, tu vas les rediriger vers quelqu'un du réseau. C'est ça, exactement. Oui. Un annuaire, ok. Donc voilà, moi, ça illustre très très bien, pour finir, ce que j'allais dire. Il y a un moment, quand tu fais un métier que tu aimes, t'as pas l'impression de travailler. Mhm. C'est une phrase de Confucius. Choisissez un métier que vous aimez et vous n'aurez jamais l'impression de travailler. C'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes voilà, qui n'ont pas envie de prendre leur retraite, puisqu'elles s'éclatent dans leur activité. Exactement. Ok, donc juste là, tu es un petit peu en train de lever le pied pour t'accorder plus de temps aussi pour d'autres choses et apprendre aussi à faire d'autres choses que de travailler. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Puis me nourrir d'autres choses. Mais du coup, ça m'amène à réfléchir à encore plus organiser les choses, automatiser, déléguer. Voilà. Et du coup, bah, c'est Transmettre. super passionnant. Exactement. Ouais. Ok. Ben écoute, je te remercie. Si tu as encore autre chose à ajouter, ou on peut clore. Oh, je crois qu'on a dit plein de choses. Bah écoute, merci beaucoup, Christine. Pour tous ceux que ça intéresse, je mettrai tous les liens dont on en parlait en dessous de la description. S'il y a des gens qui connaissent des gens qui sont intéressés, je dis ça aussi pour les gens qui regardent, bah, partagez l'interview, partagez la vidéo. Mettez vos commentaires, vos questions. Même si par la suite, vous regardez bien plus tard que la publication, j'avertirai Christine s'il y a des questions pour elle, qu'elle vienne y répondre. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir, Christine. Au revoir, Caroline. Merci. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like en mettant un pouce vers le haut et cerise sur le gâteau. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin et je te dis à bientôt. Ciao.